Donner la parole à ceux qu'on n'entend pas assez, c'est la mission qu'on s'est donnée avec Parole du 75. Après être allé à la rencontre d'une partie de la jeunesse du 18e, nous avons décidé de pousser les portes d'une institution souvent jugée trop lointaine, parfois mystérieuse, le Sénat. Aujourd'hui, Société 21 vous amène au cœur du pouvoir législatif. Notre invité, le sénateur de Paris, Ian Brossat. De sa jeunesse jusqu'à l'hémicycle, en passant par ses premiers pas en politique, il nous raconte son parcours. Mais surtout, il décrypte pour nous le rôle du Sénat. À quoi sert cette institution? Comment elle impacte notre quotidien? Nous avons posé toutes les questions. Bonjour et bienvenue Monsieur Brossat. Merci. Dans votre Parole du 75. Avec plaisir. On vous prend 10 minutes de votre temps avant l'entrée dans l'hémicycle. Alors, première question. Comment et simplement pourriez-vous expliquer ce qu'est un sénateur pour les jeunes de la République? Un sénateur, il fait la loi, c'est sa première mission, de la même manière qu'un député à l'Assemblée nationale travaille sur la loi. On est dans un système qu'on appelle bicaméral, donc en France il y a deux chambres, il y a la Chambre des députés, qui est l'Assemblée nationale, et puis il y a le Sénat. Et ce sont les deux qui travaillent sur les textes de loi. Et là par exemple, on a travaillé ce matin en commission sur un texte de loi qui vise à faire en sorte que les enfants qui sont placés, les enfants qui sont à l'aide sociale à l'enfance, puissent bénéficier d'un avocat, voilà, de manière systématique, parce qu'ils sont en situation de fragilité souvent, et donc qu'ils aient un avocat qui puisse défendre leurs droits, éviter un certain nombre d'abus, défendre leurs intérêts. Et donc typiquement, c'est l'un des textes sur lesquels nous travaillons. Et ce sera aujourd'hui? Alors, il a été discuté en commission ce matin et il passe en séance publique, donc devant tout l'hémicycle, demain après-midi. D'accord. Et le rôle du sénateur quotidiennement pour les Français? Je dirais que c'est deux choses. D'abord, comme je vous l'ai dit, c'est de travailler sur la loi, de contrôler l'action du gouvernement, comme n'importe quel parlementaire. Et puis, c'est aussi d'être en lien avec le territoire dont il est issu. Bon, moi, je suis élu de Paris, donc je passe aussi beaucoup de temps à faire le lien avec ma ville, à rencontrer des gens, notamment les élus locaux, les maires d'arrondissement, pour porter aussi leurs exigences au sein de l'hémicycle. Donc c'est les deux choses à la fois, c'est à la fois être dans l'hémicycle, mais être aussi sur le terrain pour être en contact avec la réalité tout simplement et ne pas s'enfermer dans l'institution. Très bien. Beaucoup de Français connaissent mieux l'Assemblée nationale que le Sénat. Très rapidement, les différences et les ressemblances. La principale différence, c'est le mode d'élection, puisque les députés ils sont élus au suffrage universel direct. Vous êtes électeur, dès lors que vous êtes majeur, inscrit sur les listes électorales et de nationalité française, alors qu'un sénateur, il est élu au second degré, il est élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire qu'il est élu par les élus locaux. Donc il est le représentant des élus locaux, ce qui fait que le Sénat s'est un peu spécialisé dans la défense des collectivités territoriales, la défense des collectivités locales. Et donc, c'est la principale différence, c'est le mode d'élection. Voilà. Très bien. Quand une loi est proposée, M. Brossat, comment se déroule le travail parlementaire de manière simple? Alors d'abord, il y a deux types de lois. Il y a les lois qui émanent du gouvernement. À ce moment-là, on parle de projets de loi, des projets de loi gouvernementaux, et vous avez des lois qui peuvent être proposées par des députés ou des sénateurs. Donc des lois qui sont d'initiative parlementaire. À ce moment-là, ce n'est pas des projets de loi, ce sont des propositions de loi. Et puis ensuite, il y a une navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Si elle est discutée au Sénat d'abord, elle est discutée à l'Assemblée nationale ensuite, et puis ensuite, elle continue son parcours jusqu'à son adoption. Mais en tout cas, une loi, pour qu'elle soit adoptée, il faut qu'elle soit passée et par l'Assemblée nationale et par le Sénat, enfin qu'elle ait été en tout cas examinée par les deux. Très bien, bonne réponse. Est-ce que le Sénat peut-il réellement modifier une loi? Ah oui, le Sénat peut modifier des lois, il peut adopter des amendements qui ensuite se retrouvent au final dans la loi telle qu'elle est définitivement adoptée. Oui, bien sûr, heureusement, sinon ça voudrait dire qu'on ne sert pas à grand-chose. D'accord. Chaque année, le Parlement vote le budget de la France. Comment cela fonctionne-t-il? Alors là, en ce moment, c'est compliqué puisqu'à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a plus de majorité. Donc régulièrement, les budgets ne sont pas vraiment votés. Ils sont adoptés ils sont mis en place par 49.3 puisque le gouvernement ne peut pas s'appuyer sur une majorité à l'Assemblée nationale. En principe, il faudrait qu'il y ait une majorité pour le voter à l'Assemblée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, d'accord. Très bien. Dans quelle situation le Sénat intervient-il pour modifier la Constitution française? Comment se déroule la réforme? Dans ce cas-là, c'est qu'il y a une proposition de loi constitutionnelle. Ce qu'on a fait, par exemple, c'est un des premiers textes
et pour le coup j'en suis assez fier qu'on a eu à examiner une fois que j'ai été élu sénateur, c'est l'introduction de l'IVG dans la Constitution, c'est-à-dire de constitutionnaliser le droit à l'IVG, le droit à l'avortement. Et donc à ce moment-là, ça a été discuté à l'Assemblée nationale, ça a été discuté au Sénat, et au final, il y a eu une réunion du Parlement, c'est-à-dire que les deux chambres se réunissent en même temps, Sénat et Assemblée, et il faut une adoption au 3/5 pour modifier la Constitution. Donc il faut une grosse majorité des parlementaires, sénateurs et députés, pour que la Constitution puisse être changée. C'est un seuil qui est plus important que 50%, les 3/5, parce que on a sans doute considéré à l'époque que la Constitution c'est quand même quelque chose d'important, donc on ne doit pas pouvoir la modifier n'importe comment et tous les matins. Ma dernière question, avec votre expérience, pensez-vous que les Français comprennent suffisamment le rôle du Sénat aujourd'hui et comment rendre la politique et les institutions plus accessibles à la jeunesse et aux personnes Non, c'est sûr. Le Sénat est plus loin, sans doute plus loin des gens que l'Assemblée nationale. Je pense que c'est lié au mode d'élection, comme les Français, pour la plupart en tout cas, sauf s'ils sont élus locaux, ne votent pas aux élections sénatoriales, ils sont plus loin de leurs sénateurs. Mais par ailleurs, moi j'ai la chance d'être à côté un élu local, beaucoup de sénateurs sont par ailleurs élus locaux, et donc je pense que la majorité d'entre eux en tout cas ne perdent pas complètement le contact avec la réalité, j'espère. On espère tous. Dernière question, et puis on va vous laisser rentrer. À quoi ressemble une semaine type de M. Brossa au Sénat, entre les débats, les commissions, les déplacements, les rencontres? Comment organisez-vous votre travail? Dans mon agenda, tout se mêle un peu entre sénateur et élu local. Donc, il arrive que je fasse des activités dans lesquelles j'ai en fait ma casquette de sénateur, mais aussi ma casquette d'élu local. En gros, de toute façon, le mardi, le mercredi et le jeudi, je suis plutôt au Sénat. Et lundi et fin de la semaine, plutôt à l'hôtel de ville ou dans le 18e. D'accord. Voilà. Enfin, je vous dis ça, mais tout à l'heure, par exemple, j'ai un pied d'immeuble dans une cité dans le 18e. Donc, ça dépend un peu. En fait, ce qui change, c'est si des textes dont j'ai la charge au sein de mon groupe passe au Sénat ou pas. S'il passe en séance plénière, c'est à moi d'être là et de plancher sur le texte. Voilà. Merci beaucoup, M. Brossa. Merci et ravi que vous ayez pu à la maison de la conversation. Avec un grand plaisir. Je repartage. Dans un décor plus simple. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Après nous avoir ouvert les portes du Palais du Luxembourg, nous avons eu le plaisir de recevoir le sénateur sur notre plateau. Place à l'interview. Bonjour, vous êtes de retour, toujours avec le sénateur Yann Brossa sur Parole du 75, format reportage. Et là, on est dans l'interview. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour. Rebonjour. Là, ça va être axé sur votre parcours, l'enfance, votre entrée en politique et un peu votre actualité. Voilà. Donc, première question. Monsieur Brossa, où êtes-vous né et dans quel environnement avez-vous grandi? Alors, je suis né à Fontenay-aux-Roses dans le 92, mais assez vite, mes parents se sont installés à Paris, puisque quand j'avais 1 an, ils se sont installés dans le 19e arrondissement de Paris, qui, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, est un arrondissement populaire de la capitale. J'étais dans le quartier Laumière, qui est un quartier que j'ai beaucoup aimé quand j'étais môme, qui était un quartier très, très mélangé, avec aussi des difficultés de logement. Pour beaucoup de personnes. Ouais. Moi, j'ai grandi dans une famille de la classe moyenne. Mon père était est toujours d'ailleurs professeur de philosophie, et ma mère sociologue. Voilà, donc un milieu de la classe moyenne parisienne, très engagé politiquement, puisque mes parents, oui. Dès l'enfance ? Oui, enfin en tout cas mes parents, oui. Et donc j'ai été imprégné, en tout cas dans une atmosphère très marquée par l'engagement politique. Je me souviens de ma première manif, je devais avoir 6 ans. C'était devant le centre Georges Pompidou et c'était une grande mobilisation pour, à l'époque, la libération de Nelson Mandela. D'accord. C'était la lutte contre l'apartheid et mes parents, enfin ma mère, m'avaient traîné sur ses épaules à cette manifestation. Donc oui, un climat d'engagement politique assez précoce. Voilà. Déjà, bravo, parce qu'à 6 ans, déjà être appliqué, c'est très bien. Pour des grandes causes. Quels souvenirs gardez-vous de cette enfance ? Je garde plutôt des bons souvenirs.
Alors avec des épreuves aussi, enfin bon, que plein de gens ont connu dans leur famille. Mes parents ont divorcé très tôt. Mon père est parti quand j'avais 3 ans, donc j'ai grandi dans une famille monoparentale comme des tas de mômes. Après, à quel âge à 3 ans. 3 ans. Ouais. Après, non, mais j'ai connu une enfance plutôt heureuse, des camarades de classe que j'aimais beaucoup. Certains sont restés amis plusieurs décennies plus tard, et donc non, une enfance heureuse. Ouais. Très bien. Quel enfant étiez-vous à l'école? J'étais bon élève. J'étais plutôt sage. Et très attaché à obtenir de bonnes notes. Bon, je vous l'ai dit, je viens d'une famille d'enseignants. Mon père est enseignant. Le père de mon père était directeur d'école et son père lui-même était aussi dans l'enseignement. Donc j'ai grandi dans l'idée qu'il fallait faire ses preuves à l'école, toujours à l'école publique. Mais en tout cas, oui. Et puis des parents, en tout cas ma mère, qui surveillait attentivement mes livrets scolaires. Donc j'avais pas intérêt à me rater. D'accord. Voilà. Du coup, toujours sur les parents, est-ce que vos parents ont influencé votre vision de la société? Oui, c'est sûr. C'est sûr, je vous l'ai dit, mes parents étaient très engagés en politique, tous les deux militants. Ils se sont d'ailleurs rencontrés dans le cadre de leur militantisme. Donc, si, j'étais imprégné dans une ambiance très politique, très à gauche depuis ma prime jeunesse. Et incontestablement, ça a pesé sur mes orientations politiques. Ce serait de mentir que de dire que ça n'a eu aucun rôle dans mon engagement politique ensuite. Alors mes parents n'étaient pas au Parti communiste, mais ils étaient très engagés. Donc oui, bien sûr, quand on a fait les manifs dès qu'on est tout petit, mes premières fêtes de l'UMA, j'étais tout petit aussi. Donc bien sûr que ça a influé sur mon engagement et sur mon parcours politique ensuite. Après, par contre, moi j'ai jamais imaginé quand j'étais au lycée, par exemple, quand je me suis même engagé moi-même en prenant ma carte au Parti communiste, j'avais 17 ans, j'imaginais pas du tout que ce serait mon activité principale. J'imaginais que ce serait du militantisme à côté de mon métier. En tout cas, j'imaginais pas que ça deviendrait mon occupation à plein temps. D'accord, très bien. Adolescence maintenant, quels étaient vos centres d'intérêt? Une fois l'adolescence, 14-15 ans. Franchement, j'étais à l'époque très centré sur mes études. Donc j'ai un peu mis entre parenthèses tout le reste et j'avais envie de réussir à l'école, ensuite de réussir mes examens, de réussir mes concours du premier coup. Et donc j'étais très concentré sur la réussite scolaire. Oui, et ça a fonctionné donc. Vous savez déjà ce que vous voulez faire? Oui, mais pas du tout ce que j'ai fait finalement, parce qu'à l'époque, je voulais être enseignant. Pas du tout. À l'époque, je voulais être journaliste. Ensuite, je suis devenu enseignant. Mais à l'époque, je voulais être journaliste. D'accord. Voilà, je voulais présenter le journal. C'était mon objectif. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qui a désorienté cette voie? En fait, à l'issue de mon lycée, moi, je voulais faire Sciences Po, ce qui aurait été cohérent avec un parcours de journaliste. Mais mes parents m'ont vraiment, voulaient pas. D'accord. Ils ont beaucoup insisté pour que je tente une classe préparatoire pour faire Normal Sup ensuite, et donc plutôt me destiner à l'enseignement ou à la recherche. Donc j'avais beau avoir 18 ans, j'ai quand même suivi l'avis de mes parents, et donc j'ai fait ma classe prépa, et au bout de 2 ans, j'ai eu le concours de Normal Sup Lyon, et puis une fois que j'étais à Normal Sup Lyon, j'ai passé l'agrégation de lettres, et puis je suis devenu enseignant. D'accord. Voilà. Donc c'était pas mon projet de départ, mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Donc question suivante n'est pas nécessaire, donc une très bonne scolarité. Étiez-vous déjà attiré par les débats publics et l'histoire? Oui, par les débats publics, oui, bien sûr. Oui, puisque je me suis engagé en politique, en tout cas, j'ai pris ma carte au Parti communiste en 1997, donc j'avais 17 ans, puisque je suis né en 1980. Et donc, oui, bien sûr. Si, ça c'est certain, mais j'avais pas envie d'être élu. En tout cas, c'était pas du tout mon objectif de carrière. Très bien. Le Yann Brossa d'aujourd'hui, quel conseil il donnerait au jeune Yann Brossa? En fait, je regrette pas du tout ce que j'ai fait, donc peut-être d'enseigner un peu plus longtemps, puisqu'en fait j'ai enseigné jusqu'en 2008.
Et en 2008, j'ai été élu et j'ai pris une dispo. Oui, j'aurais sans doute voulu enseigner un peu plus. Et parfois mes élèves me manquent aussi. Enfin, mes élèves, en tout cas. Oui, ce métier-là me manque. Ouais. Le Il y a rapport. un attachement. Ouais. Oui, voilà, un attachement à ce métier. Oui, sans doute attendre un peu avant d'être élu. D'accord, très bien. Les débuts en politique et les premiers combats. À quel moment vous vous êtes dit « je veux m'engager politiquement » Je vous l'ai dit à 17 ans. 17 ans, d'accord. Oui, à 17 ans. À l'époque, c'était une période particulière. C'était les élections. Chirac avait décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. D'accord. Ça, c'est 97 97. Lionel Jospin est devenu Premier ministre d'un gouvernement de gauche, qu'on appelait à l'époque la gauche plurielle, dans laquelle il y avait des socialistes, des communistes et des écologistes. Donc les communistes entraient au gouvernement. C'est d'ailleurs la dernière fois que, en France, des communistes ont été ministres. Et à l'époque, il y avait Marie-Georges Buffet, notamment, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports. Et oui, c'est à ce moment-là que j'ai pris ma carte au parti. 17 ans. C'était une victoire de la gauche qui était inattendue, puisque Chirac, quand il a dissous l'Assemblée nationale, c'était évidemment dans l'espoir que la droite l'emporte. Ouais. Il a perdu, et puis j'ai rencontré des communistes de mon quartier qui m'ont plu et qui m'ont donné envie de m'engager. Donc 17 ans. 17 ans. Très bien, c'est très très bien. Votre première action militante? Ma première action militante, oui, bien sûr, c'était pour défendre un hôpital public qui était l'hôpital à l'époque Saint-Vincent-de-Paul, qui est situé dans le 14e arrondissement de Paris. Ma mère avait déménagé dans le 14e à ce moment-là. C'est vers d'Enfer-Rochereau. Et alors le hasard total a fait donc cet hôpital. On s'est battu. D'ailleurs, c'est dans cet hôpital, c'est un hôpital pour enfants, que toutes mes cicatrices ont été traitées. Voilà. D'accord. Et là aussi. Et donc je me suis battu avec les communistes à l'époque pour la défense de cet hôpital. Le hasard, on n'a pas réussi, et le hasard a fait que beaucoup plus tard, bien des années après, quand je suis devenu adjoint à la maire de Paris, adjoint d'Anne Hidalgo en charge du logement, c'est moi qui ai contribué à transformer cet hôpital en logement, et notamment en logements sociaux. Voilà, donc j'aurais préféré à l'époque préserver un hôpital, mais en tout cas, on a fait en sorte que ce lieu garde une mission d'intérêt général. Très bien. Pourquoi avoir choisi la famille politique du Parti communiste? D'abord, je vous l'ai dit, mes parents étaient très engagés à gauche, et puis je partage ces valeurs. Pourquoi le Parti communiste spécifiquement? Parce que une fois de plus, je suis pas devenu communiste en lisant des livres, ou je suis pas rentré en tout cas au Parti communiste par la théorie. Je suis rentré au Parti communiste parce que j'ai rencontré des communistes qui m'ont plu. J'ai vu des gens qui étaient engagés et qui n'attendaient rien en retour de leur engagement, une forme de générosité qui moi m'a beaucoup plu, pas des gens qui cherchaient à faire carrière, des gens qui cherchaient simplement à faire du bien autour d'eux, qui portaient des convictions, et ça m'a plu. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aime au Parti communiste, c'est que c'est un collectif militant très généreux, très très humain, et c'est ça qui fait que je m'y sens bien et que j'y suis resté depuis. D'accord. Depuis longtemps. Je compte plus les années. Voilà. Ok. Depuis presque 20 ans. D'accord. Non, plus que ça, je dis n'importe quoi, presque 30 ans. 30 ans. Ouais. 30 ans d'engagement, c'est oui. Quelles étaient vos valeurs? Ou quelles sont toujours vos valeurs de... L'égalité, enfin en tout cas l'égalité, la justice. Moi, ce qui m'insupporte, c'est l'injustice. Et je dirais que ce qui me touche le plus, pour avoir passé beaucoup d'heures en permanence d'élu, c'est de voir des gens qui se battent pour leur enfant, qui veulent le meilleur pour leur enfant et qui n'y arrivent pas. Voilà. Et oui, enfin, en tout cas, je pense que la première valeur qui m'anime, c'est la justice sociale. Enfin, l'idée que chacun doit pouvoir avoir une vie digne, quoi. Très bien. C'est bien. Quelles sont les difficultés que l'on rencontre lorsqu'on démarre en politique? Les premières difficultés lorsqu'on entre dans cette vie, qu'on a choisi cette vie-là? Ça dépend de ce qu'on en attend. Moi, j'en attendais pas grand-chose, en fait. J'en attendais simplement d'être parmi des gens qui partagent mes convictions et de me battre avec eux. Donc, non, je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Au contraire, j'étais bien accueilli par mes camarades. J'ai appris à distribuer des tracts, à coller des affiches, à prendre la parole en réunion. Moi, je cherchais pas à m'imposer ou à avoir une responsabilité dans l'affaire. Donc, non, pas de difficulté particulière. Non. Il y avait un côté
ami, Oui, convivial. alors c'est peut-être plus spécifique à mon parti, mais il y a des liens de camaraderie qui se créent. Et donc, non, moi, je n'en ai vu que des aspects positifs, quoi. Bon, après, bien sûr, hein, il y a des débats, parfois il y a des désaccords, mais j'étais pas dans un rapport de pouvoir. Donc, en fait, ça m'allait bien. Il y a eu d'autres combats dans les débuts après celui de Le Pen? Ah oui, oui, bien sûr, des batailles notamment sur les enjeux du logement. À Paris, les questions de logement sont très présentes, donc Jusqu'à aujourd'hui. voilà, et c'est toujours le cas. Donc si, bien sûr, oui, des batailles qui puis après des batailles électorales aussi, des campagnes. Ok, on va y revenir. Petite parenthèse, j'ai essayé d'avoir la présidente de la Fondation du logement. Elle m'a jamais répondu. D'accord. Parce que c'est une question qui est vraiment actuelle. Et je lui ai envoyé pareil, le même mail que c'est vous. dommage parce que pour le coup, il y aurait des choses à dire. Bien sûr, il y a des grandes choses à dire, mais bon, pas de réponse. Parenthèse fermée. Et pourquoi le logement est devenu votre cheval de bataille, M. Broussard? Donc, je suis devenu élu en 2008. Oui. Élu à la fois dans le 18e arrondissement et au Conseil de Paris, donc en mairie centrale. J'ai, peu de temps après avoir été élu, tenu une permanence. Quand vous tenez une permanence à Paris, l'essentiel des gens viennent pour des problèmes de logement. D'accord. Donc j'étais évidemment conscient du fait que le logement était un sujet important, mais j'ai pas imaginé à quel point cette question-là était au centre des problèmes des gens. Donc c'est ce qui a fait qu'à partir de 2008, au Conseil de Paris, dans le 18e arrondissement, je me suis beaucoup intéressé aux questions de logement. Et ensuite, quand Anne Hidalgo est devenue maire de Paris et qu'elle m'a demandé de devenir son adjoint, je lui ai dit oui avec plaisir, mais je veux m'occuper du logement. Et au début, elle m'a proposé autre chose et j'ai fini par lui dire non, je veux m'occuper du logement. Parce que c'est le sujet qui me paraît le plus important pour les habitants de Paris. Et donc, je me suis occupé du logement comme adjoint de 2014 à 2023, donc pendant 9 ans, ce qui est beaucoup. C'est plus d'une mandature et une mandature et demie. Et j'ai adoré m'occuper de ce sujet. Donc le premier poste politique, c'était adjoint au logement à la mairie de Paris. Le premier poste de vraie responsabilité, oui, c'est celui-là. À partir de 2014. Très bien. Bon, on va passer Donc c'était un 9 ans au logement. Ensuite, comment s'est passé le chemin jusqu'au Sénat? Assez simplement, il y a eu la conjonction de deux choses. Bon, d'une part, ça faisait 9 ans que j'étais adjoint au logement. J'ai adoré faire ça, mais je pense que c'est pas très sain de garder exactement la même responsabilité pendant une durée indéfinie. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'invente plus grand-chose. D'accord. Et qu'en réalité, on déroule des recettes qu'on a déjà expérimentées. En tout cas, bon, moi, j'avais fait le constat que j'étais un peu à court d'idées, d'imagination, et c'était bien de passer la main et d'avoir un successeur, qui est le cas, qui a renouvelé l'exercice. Voilà. Donc ça, c'était la première des choses. Et la deuxième, c'est que comme élu local, je m'étais aperçu que, par exemple, sur les questions de logement, il y avait des limites qui étaient liées à la loi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne pouvais pas faire parce que la loi ne me permettait pas de le faire. Très bien. Et donc, je me suis dit que pour faire changer la loi, ce serait bien d'être parlementaire. Donc parlementaire. Et puis, le fait est qu'il y a une place au Sénat qui se libérait, puisque mon prédécesseur, Pierre Laurent, qui était sénateur communiste de Paris, a décidé d'arrêter. J'ai proposé ma candidature. Voilà. Très bien. D'accord. Donc, j'avais une question technique. Vous conseilleriez à un élu, quelle est la durée maximale sur un poste que vous diriez? Pour pas qu'il ait à se... Franchement, non, mais ça dépend. Ça dépend. Il y a des gens qui sont maires pendant 4 mandats, 5 mandats et qui arrivent à se renouveler. Bien sûr. Bon, non, je me permettrai pas de donner des conseils. Et il y a des très bons maires qui durent très longtemps. Mais c'est vrai que moi, je pensais qu'il fallait que je passe la main. C'était le moment. C'était le moment, voilà. Puis j'avais l'occasion de le faire. Donc, très bien. Voilà, et je savais par ailleurs que je serais remplacé par Jacques Baudrier, qui est quelqu'un de grande qualité, et ça me rassurait de savoir que la délégation sera en bonne main. Qui a un suivi. Voilà, très exactement. Bien. Très bien. Que diriez-vous à un jeune aujourd'hui qui souhaiterait se lancer en politique? En tout cas, je lui dirais de le faire. D'accord. Moi, je pense que l'engagement, c'est
c'est fondamental. Alors pas forcément en politique, on peut s'engager dans une association, dans un syndicat, mais je trouve en tout cas, moi, si je ne m'étais pas engagé, j'aurais souffert d'un grand sentiment d'inutilité. D'accord. Et je trouve que dans le contexte politique actuel, il y a quand même beaucoup de raisons de s'énerver, de s'agacer, d'être en colère, et de pouvoir d'abord partager cette colère, cette envie de changement avec d'autres, et surtout de retrouver un peu de prise. Ça donne de la force. Ne pas être tout seul à s'énerver devant sa télé, mais s'intégrer dans un collectif qui porte les mêmes valeurs que soi, je trouve que c'est très bien. On en sort plus fort et on en sort grandi. Très bien. Alors moi, avec Société 21, on a créé ce format associatif citoyen pour donner la parole à ces jeunes-là, de manière vraiment très ouverte et libre. Mais maintenant, c'est une question que je me suis posée aussi avec mon caméraman, c'est que parmi les jeunes, certains vont s'engager, comment ils vont-ils choisir leur couleur politique ? Parce que moi, je ne souhaite pas orienter... Mais aujourd'hui, c'est compliqué pour un jeune de se dire quel camp choisir, on va rentrer les pieds dans le plat. Et donc, nous, on ouvre un peu cette question-là avec Société 21, en faisant des formats de reportage citoyens, on va leur rencontrer, etc. Mais si demain, à partir de 17 ans, 18 ans, je ne sais pas comment lui dire... tel parti est mieux, comment, c'est compliqué. Et ça, c'est vraiment aux personnalités politiques de vraiment refaire ce travail de terrain. Alors, c'est pas... Voilà, mais... Bien sûr. Voilà, parce que je pense qu'il y a, dans certains coins, une sorte d'abandon. Il n'y a plus personne qui y passe, parce que moi-même, quand je dois faire, par exemple, une émission, c'est très dur de faire venir les jeunes. Très, très dur. Parce que pour eux, de toute façon, quel que soit ce qu'ils vont dire, ça n'ira nulle part. Donc, mais c'est pour ça que moi je suis vraiment devenu communiste parce que j'ai croisé des communistes. D'accord. On était sur le marché, on a discuté, ils m'ont plu, j'ai adhéré. Et je pense que c'est ça le meilleur ressort pour s'engager. C'est le contact. Le contact. Mais ça suppose que des gens soient présents près de chez vous. C'est sûr que s'il y a plus de militantisme de terrain... hors période d'élection. Hors période d'élection, c'est évidemment plus compliqué. Ouais, très bien. Quelle a été votre première grande victoire politique ? Il y en a deux qui m'ont marqué. La première, c'est quand j'ai installé un centre d'hébergement d'urgence dans le 16e arrondissement, donc un centre pour des personnes sans abri. Bravo. Dans le 16e arrondissement. En lisière du bois de Boulogne. À l'époque, il y a eu une polémique énorme des habitants du 16e qui ont fait des manifestations. On a eu 2 tentatives d'incendie et puis au final, une réunion publique qui s'était très très mal passée où je me suis fait traiter de tous les noms et la préfète également. D'accord. Et puis au final, ce centre d'hébergement a ouvert et ma plus grande victoire, c'est qu'au final, ce centre d'hébergement, c'était il y a 10 ans quasiment maintenant, il est toujours là et non seulement il est là, mais il y a même des habitants du 16e arrondissement qui prêtent main forte à l'équipe de travailleurs sociaux et d'ailleurs je crois que c'est le seul, vous savez, il y a des vestiaires dans les centres d'hébergement, c'est-à-dire qu'il y a des vêtements qui sont prêtés aux gens et c'est le seul vestiaire de Paris où il y a du Chanel et du Gucci. Voilà. Et ça c'est une belle victoire parce que c'est des habitants du quartier qui les ont donnés. Donc ça c'est ma première victoire. La deuxième c'est plus technique mais je me suis battu beaucoup pour réguler Airbnb, pour éviter que les logements Airbnb se fassent au détriment du logement classique, au détriment des habitants. Ça a été une longue bataille politique et judiciaire et on a gagné tout ce qu'on devait gagner. Et aujourd'hui, on a une législation beaucoup plus solide, beaucoup plus robuste. Et donc voilà, 2 exemples concrets de choses que j'ai aimées. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le mandat d'élu, c'est que parfois on part d'un rapport de force très défavorable et on arrive à faire bouger les lignes. Déjà, bravo, félicitations, parce que c'est des causes qui me sont chères. Et c'est bien aussi de montrer dans cette interview qu'une décision politique se voit sur le temps. Parce que beaucoup pensent que les résultats, ça, sur 1 an, 2 ans. Non, des fois, c'est sur des dizaines d'années, quinzaines d'années. Ça, c'est important de le dire aux jeunes aussi. Qui disent, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font ? Je dis, des fois, une décision, on ne voit pas le résultat tout de suite. C'est sur des années. Et là, c'est un exemple parfait. Surtout en matière de logement. Surtout. Où entre le moment où on a un projet
et le moment où on inaugure. C'est pour ça que j'étais quand même content de rester 9 ans, parce que il y a des choses que j'ai inaugurées à la fin de mon deuxième, à la fin de ces 9 ans que j'avais lancé 8 ans auparavant. Donc, alors après, on peut dire qu'on n'est pas obligé d'inaugurer ce qu'on a lancé, mais en tout cas, moi, j'y tenais un peu quand même. Bien sûr, parce que d'avoir réfléchi sur un projet et de ne pas le voir, et puis surtout de voir les gens qui s'installent dans les logements que vous avez lancés. Très très bien. Donc ça, c'est bon. À l'inverse, il faut en parler aussi. Quels ont été vos plus grands échecs ? De voir encore des gens qui sont en galère de logement en si grand nombre. Évidemment, quand on est responsable politique, on voit d'abord ce qu'on a fait. Donc on voit les problèmes qu'on a réglés. Exact. Mais les gens sont là tous les jours pour vous rappeler tous les problèmes que vous n'avez pas résolus. Ouais. Et c'est bien normal. Et donc oui, je dirais que c'est ça. D'accord, très bien. Est-ce que... Bon, comment vous conseillerez quelqu'un après une défaite politique ? D'abord, on n'est pas obligé de continuer. C'est vrai. C'est vrai. Si on estime qu'on a fait le tour, pas obligé de continuer à... Enfin, si on partage les mêmes valeurs, il faut continuer à se battre pour ses idées, mais on n'est pas obligé de rester en responsabilité. Retourner sur le terrain, je dirais. Enfin, en tout cas, si on a envie de continuer, essayer de comprendre pourquoi on a perdu. Et je pense qu'en général, quand on perd, c'est qu'un lien s'est distendu avec la population. Et donc, essayer de le retisser, de le reconstruire. Très bien. Voilà. Ok. La politique change-t-elle un homme ? Moi, ça m'a changé, oui. J'étais quelqu'un de plutôt timide, qui n'allait pas trop devant des gens. Et donc, je pense que oui, ça m'a changé, forcément. D'abord parce que quand vous êtes élu, que vous êtes en responsabilité, les gens viennent vers vous, donc ça change complètement le rapport que vous avez aux gens. Et si, ça m'a changé, ouais. D'abord enseignant, ça m'a changé parce que ça oblige justement à parler devant un public. Et ensuite, la politique a achevé de me changer. Comment vivez-vous la méfiance d'une partie des Français contre ou envers les responsables politiques ? Je les comprends. Je les comprends. Non, mais je les comprends. On les a tellement trahis. On a eu tellement de responsables politiques qui ont fait tout l'inverse de ce à quoi ils s'étaient engagés que personne ne peut leur reprocher d'être méfiants. Bon, je pense quand même, peut-être que j'ai tort, mais que à l'échelle locale, on a des liens de confiance qui se construisent plus facilement. Moi, par exemple, dans mon arrondissement, je suis en charge des relations entre les locataires et les bailleurs sociaux. Donc, c'est vraiment une délégation très concrète où je fais des pieds d'immeuble 2 à 3 fois par semaine, où les gens me voient, peuvent discuter avec moi, me dire tout ce qui ne va pas dans leur immeuble, les problèmes de locaux poubelles, des problèmes très concrets en réalité. Je pense quand même qu'à l'échelle locale, on a des gens qui sont comme on dit, à portée de baffe. Et donc c'est pas exactement pareil que des responsables politiques qui peuvent donner le sentiment d'être très très éloignés. Et moi, ça me plaît justement d'être sénateur, donc parlementaire, et puis dans le même temps d'avoir un sujet très très concret dont je m'occupe dans mon arrondissement. Et ça vraiment, moi, j'y tiens beaucoup. J'ai demandé à faire ça depuis les dernières élections municipales. Et je trouve que moi en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Parce que parfois, c'est vrai qu'au Parlement, on a le sentiment d'être loin quand même, surtout quand on est comme moi dans l'opposition. Donc ça, c'est mon début de semaine. Et puis ma fin de semaine, quand je retrouve le 18e, que je me retrouve en pied d'immeuble, que les gens me parlent de leurs problèmes très spécifiques. Bon, là au moins, il y a des problèmes auxquels on peut trouver des solutions. D'accord. Quelles sont encore les motivations après toutes ces années d'engagement? Je suis communiste, moi, donc quand je vois toutes les inégalités, toutes les injustices sociales partout, ça me motive. Ça me motive. Non, mais c'est exactement ça. Les difficultés quotidiennes que des tas de gens peuvent rencontrer, moi, ça m'en fout, ça me donne envie de me battre. Donc, et puis aussi, quand même, les réussites qu'on arrive à arracher. Les deux, à la fois, ce qui me motive, c'est la colère que je ressens, et puis aussi de temps en temps des réussites, des succès. Voilà. Quand je vois des gens qui se mettent en grève, qui se mobilisent pour eux, et puis qui au final gagnent. Ça donne envie de continuer à se battre. C'est très vrai. J'ai parlé de la grève qu'il y a eu pour les personnels
Hôtelière? Oui, par exemple, oui, tout à fait. Ça c'était Ouais. ça c'est un truc que j'ai suivi. Ouais. Voilà, il y a eu aussi des coiffeuses sans papier qui se sont mobilisées boulevard de Strasbourg, qui avaient été complètement escroquées. Bon, bah, elles se sont mobilisées, c'était très dur. Aujourd'hui, elles sont régularisées. Elles ont des papiers. Elles ont retrouvé une forme de dignité grâce à la lutte. C'est beau, c'est des belles histoires. Des gens qui n'ont jamais été syndiqués, qui ont découvert ce que c'est que l'action collective. Très très bien. Et ça donne foi dans l'utilité du combat collectif, justement. Et comment arrivent ces polémiques? C'est à travers la presse ou on vous appelle directement? Comment vous vous engagez dans... Par exemple, sur ces lutte sociale lutte sociale, oui. En général, c'est les syndicats qui me préviennent. Les alertes, d'accord. Voilà, ils me préviennent, ils me disent est-ce que tu peux passer pour apporter ton soutien? Quand je peux, je le fais. Et voilà, ça se passe comme ça. Très bien. Selon vous, quels sont les grands défis politiques et sociaux qu'attendent la France dans les prochaines années? Pour moi, le principal défi, c'est l'égalité. On ne peut pas vivre dans un pays sur lequel il y a écrit égalité sur le fronton de toutes les mairies, et voir dans le même temps des gens qui se gavent d'un côté, enfin une petite minorité qui se gave d'un côté, et de l'autre une grande masse de gens qui souvent travaillent et ne s'en sortent pas. C'est ça pour moi le principal défi. Comment on fait en sorte que dans un pays aussi riche que le nôtre, tout le monde puisse vivre correctement, tout le monde puisse manger à sa faim correctement, convenablement, puisse accéder à ses droits fondamentaux. Aujourd'hui, c'est pas le cas, y compris sur le droit au logement, par exemple. Donc ça me donne envie de me battre. Ouais. Avant-dernière question, parce que moi, mon cheval de bataille, c'est les jeunes et l'insertion sociale et professionnelle. Qu'est-ce que apporte le Sénat quotidiennement et sur le long terme pour ces jeunes-là dans la question de l'insertion sociale et professionnelle? Si demain je dois expliquer aux jeunes qu'est-ce que le Sénat leur apporte au quotidien et sur le long terme? Leur apporte personnellement, je saurais pas dire. Oui. En tout cas, le Sénat travaille sur un certain nombre de sujets qui concernent l'emploi, par exemple. Je prendrai un exemple très concret. Mon groupe, le groupe communiste au Sénat, était à l'initiative d'une commission d'enquête parlementaire, donc c'est une commission qui investigue. Et on s'est aperçu que chaque année, les entreprises, y compris de très très grosses entreprises, je ne parle pas de PME, de très très grosses boîtes, y compris des boîtes cotées au CAC 40, touchent 211 milliards d'euros d'aides publiques sans contrepartie. Bon. Y compris des boîtes qui licencient, qui maltraitent leurs salariés, qui versent des dividendes astronomiques à leurs actionnaires. Bon, c'est pas normal. On a révélé ce scandale. C'est le Sénat qui a révélé ce scandale. Par exemple, moi j'aimerais me battre pour que ces aides publiques, elles soient conditionnées à un certain nombre de contreparties, et notamment le fait d'embaucher des jeunes, y compris des jeunes de quartiers populaires, que ces entreprises aussi respectent un certain nombre de règles en matière d'environnement, enfin bref. En tout cas, qu'on ne verse pas d'aide publique sans contrepartie. Moi, ça me paraît fondamental. C'est bien. Et qu'on aide plutôt les entreprises qui favorisent l'emploi, l'insertion des jeunes. Bon, voilà, ça c'est un exemple concret. Ok, merci. Aujourd'hui, Monsieur Yann Brossat, quelles sont vos ambitions et vos objectifs pour la suite de votre parcours politique? Personnel, aucun. J'ai pas d'objectif au-delà de ce que je fais aujourd'hui. Je suis heureux des responsabilités que j'ai, à la fois dans ma ville et au Parlement, donc j'ai pas d'ambition particulière. Voilà. Après, l'ambition que j'ai pour mon pays, c'est sans doute d'éviter la victoire de l'extrême droite l'année prochaine. Exactement. Voilà, d'éviter. Aussi. Voilà, d'éviter une victoire du Rassemblement national. Et puis de faire en sorte qu'on ait une politique qui améliore un peu la vie de la grande majorité de nos compatriotes. On en est quand même très loin aujourd'hui. Voilà, pour moi, pas d'objectif particulier. Pour le pays, j'en ai quelques-uns. Ok. Moi, je vais prendre quand même une partie du dernier mot avant de vous le laisser. Moi, je souhaiterais remercier face caméra M. Yann Brossat parce que ça m'a touché que lorsque je vous ai envoyé un mail, j'ai eu la réponse dans la vingtaine de minutes qui a suivi. Et ça, c'est très rare pour un élu public le fasse. Moi, je suis quelqu'un de honnête et franc. Et vous avez tout de suite dit oui. Alors que j'avais pas beaucoup de followers, j'avais pas beaucoup de réussite actuellement. Et vous avez tout de suite accepté. Donc ça, c'est vraiment
c'est très rare, j'aimerais le dire dans devant la caméra de Société 21, qu'un élu public accepte lorsque c'est pas un grand média. Lorsque surtout c'est un média où ils savent pas où vont mettre les pieds, etc. Et donc ça, je vous remercie vraiment, monsieur le sénateur. Et merci aussi pour le Sénat, parce que pas beaucoup aussi de médias que la majorité des Français connaissent peuvent y entrer. Et le fait de nous avoir permis d'y entrer, c'est un... Franchement, je suis pas quelqu'un qui oublie. Donc je vous remercie beaucoup, monsieur le sénateur Yann Brossard. Et Merci à vous et je regrette pas d'avoir accepté. que pensez-vous du projet Société 21 ? Je trouve ça très chouette. En tout cas, c'était un échange hyper enrichissant pour moi. Et si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai avec plaisir et très heureux qu'on soit ici dans le 18e. Nous l'espérons. Je vous remercie. Merci à vous. Merci. Pardon. Pas de problème.